Si les yeux sont véritablement le miroir de l'âme, ces femmes ne méritent certainement pas qu'on leur accorde le moindre regard. Une ex-épouse jalouse décide d'éliminer sa rivale. Elle a été tuée pour une seule et unique raison. Parce qu'elle était tombée amoureuse. C'est tout. Un conflit de voisinage dégénère et connaît une issue tragique. Elle cherchait une personne sur qui passer sa colère et elle a fini par la trouver. Et une femme d'affaires malchanceuse rejette la faute sur sa voyante. Ce n'est pas un mauvais roman de gare. C'est arrivé dans la vraie vie. Et 2 belles personnes en ont payé le prix. En commettant ces actes ignobles, ces femmes fatales ont montré leur vrai visage, celui de tueuses sans pitié. Si vous voulez vivre longtemps et heureux, ne vous mettez pas en couple avec un homme qui a une ex jalouse. Brisseuse de ménage. Il y a beaucoup de pierres tombales éparpillées à travers la campagne sur lesquelles on pourrait lire « Je pensais que tout irait bien ». Nous sommes à Salt Lake City, dans l'Utah, en 2015. Chelsea Cook, une enseignante du secondaire de 29 ans, attend un heureux événement. Et son bonheur sera double. Elle est enceinte de jumeaux. Pour Chelsea, c'était un rêve qui se réalisait. C'était une femme qui adorait les enfants. C'est d'ailleurs notamment pour ça qu'elle a choisi d'exercer le métier d'enseignante. Devenir mère était un projet qui lui tenait vraiment à cœur. C'est dingue, ils sont minuscules, regarde ça. Travis, son mari qu'elle connaît depuis le lycée, a aussi hâte de devenir père. Je vais enfin être maman. Tu es faite pour ça. Chelsea et Travis étaient tellement impatients qu'ils n'ont même pas attendu la remise des diplômes pour se marier. Depuis son plus jeune âge, Chelsea est convaincue que devenir épouse et mère sera la clé de son bonheur. Mais seulement 2 ans plus tard, c'est le dur retour à la réalité. Elle est totalement dépassée par ses nouvelles responsabilités. De plus, ses vieux démons ont refait surface. Pourquoi tu as acheté ça? C'était plein de germes. Plus jeune, Chelsea avait eu des problèmes de santé mentale, dépression et troubles alimentaires. Arrête avec ça. J'essaie juste de protéger nos enfants. Quand elle avait 17 ans, elle a commencé à souffrir d'anorexie. Et même à l'âge adulte, ses troubles alimentaires ne l'avaient pas quittée. Allez regarder la télé, laissez-nous un moment. Allez. Les personnes anorexiques se sentent souvent en décalage avec le monde qui les entoure. Elles sont déroutées et angoissées. Et le seul aspect de leur vie qu'elles peuvent contrôler un tant soit peu, c'est leur nourriture. Tu as mangé? Alors elles ne mangent plus. J'ai pas le temps. Allez, je vais te faire un sandwich. Non, j'en veux pas. Il faut que tu manges. Travis a toujours soutenu sa femme, mais son comportement devient de plus en plus imprévisible. Quoi? Quoi encore? C'est trop, je peux pas continuer comme ça. Ces problèmes nuisaient à leur relation. Chelsea et Travis ont commencé à s'éloigner de plus en plus. J'en peux plus. Alors que leurs enfants n'avaient que 2 ans, Travis a demandé le divorce. Cette décision a vraiment été un choc énorme pour Chelsea. La jeune femme redoute que le divorce ne la prive pas uniquement de son conjoint. Elle s'inquiétait de plus en plus du fait qu'elle pourrait perdre la garde de ses enfants. Je veux voir les petits. Elle était angoissée, déprimée. Eh bien, réveille-les. Elle n'était plus du tout la même. Je veux voir mes enfants. Chelsea supporte très mal les contraintes de la coparentalité. Elle décide de faire appel à un professionnel. Chelsea consultait un psychiatre qui lui avait prescrit des médicaments contre l'anxiété et la dépression. Son traitement l'aidait à aller mieux, mais à un moment donné, elle a arrêté de le prendre. La jeune femme préfère s'automédiquer avec des produits aux effets stimulants.
Ça la rendait encore plus anxieuse et paranoïaque qu'elle ne l'était déjà. Il s'agissait d'amphétamines. Autrement dit, les pires substances parmi tout ce qu'elle aurait pu prendre. Chelsea veut à tout prix que sa famille soit de nouveau réunie. Ton dragon ne crache pas assez de feu. Mais 9 mois après leur séparation, Travis a rencontré une autre femme. C'est très joli, dis-moi. Lisa Williams a 26 ans. Elle est employée de banque. Et celui-là, elle s'était très bien intégrée dans le quartier et était toujours prête à rendre service. Qui veut des gâteaux? Oui! J'en veux bien aussi, moi. C'était également une femme qui aimait beaucoup les enfants. Et elle avait hâte de fonder sa propre famille. Miam. Quand elle a fait la connaissance de Travis Cook, qui avait déjà 2 enfants en bas âge, ça a été le coup de foudre. Ils sont beaux? Oui. C'est vrai? Je peux partir en sautant? Oh là! Ils étaient très mignons et très attachants. Elle les adorait. Quand Chelsea découvre que son ex-mari a une nouvelle compagne, elle commence à harceler Lisa. Chelsea trouvait insupportable que Lisa ait désormais sa place dans la vie de Travis et de ses enfants. Pour elle, Lisa était devenue l'ennemi à abattre. Elle pensait que c'était le seul obstacle qui l'empêchait de se remettre avec Travis et de redevenir la mère des enfants à plein temps. 3 ans plus tard, en 2018, aveuglée par la jalousie et la paranoïa, Chelsea Cook s'est fixé un objectif. Briseuse de ménage. Faire fuir Lisa Williams, la nouvelle compagne de son ex. Stop! Ne t'approche plus de mes enfants. Je les aime. Laisse-les tranquilles. Ça va? Elle a écrit une lettre très menaçante à Lisa. Chelsea allait toujours plus loin dans ses tentatives d'intimidation. Elle était devenue très dangereuse. Lisa a beau être effrayée par ce comportement troublant, elle n'en informe pas la police. La journée a été bonne? Ouais. Ouais, bof. Mais Chelsea n'en a pas qu'après elle. Mais chérie! Attends, allez, rentrez. Son envie de punir Travis devenait une véritable obsession. T'as rien à faire ici. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette garce? Et là, Chelsea a commencé à traiter Lisa de tous les noms. Ne fais pas ça devant les enfants, ok? Il faut que tu partes. Travis lui a dit d'arrêter ça et tout de suite, il ne pouvait plus les supporter. Mais Chelsea l'a violemment poussé. Et au cours de cette altercation, il est tombé dans l'escalier sur le porche de la maison. Le conflit vient de franchir un nouveau palier. Les enfants ont assisté à l'agression de leur père. En s'en prenant à leur père devant eux, Chelsea a prouvé qu'elle ne se préoccupait absolument pas de leur bien-être. Elle a été inculpée de violence conjugale en présence d'un enfant. Dès l'instant où Chelsea s'en est prise physiquement à son ex-mari, il était évident qu'elle n'obtiendrait jamais la garde de ses enfants. 25 novembre 2018, à quelques semaines du procès de Chelsea. Travis et Lisa préparent les fêtes de fin d'année. C'est joli, ça. C'est bien là? C'est super. Ça vous plaît? Travis et Lisa étaient tranquillement chez eux avec les enfants. Ils étaient occupés à fabriquer eux-mêmes des décorations pour le sapin de Noël. Ils passaient tous ensemble un moment heureux et privilégié en famille. C'est à ce moment-là que Travis reçoit un texto de Chelsea. Elle disait qu'elle devait passer les voir pour leur donner des médicaments contre le rhume pour l'un des enfants. À son arrivée, Chelsea a envoyé un texto à son ex-mari pour le prévenir qu'elle l'attendait sur le parking. Je reviens dans 1 minute. D'accord. Il est sorti de l'appartement sans fermer la porte à clé parce qu'il n'en avait pas pour longtemps.
Il faut les ciseaux pour le couper. Il est sorti en laissant Lisa toute seule avec les enfants. C'est le moment qu'a choisi Chelsea pour entrer. Coucou les enfants. Maman est rentrée. Viens là. Viens voir maman. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut que tu t'en ailles. Quand il a vu Chelsea dans la pièce, il lui a demandé de partir. Chelsea, tout de suite. Elle était à côté des enfants, assise, et s'est levée de sa chaise. Elle est allée dans la salle de bain et a fermé la porte à clé. Venez chez moi, tout de suite. Ne sachant que faire, Travis appelle la police. Cela semble faire effet sur son ex. Oui, elle est encore là. Chelsea est sortie de la salle de bain et a fait semblant d'aller chercher son manteau. Il était soulagé. Il s'est dit, c'est bon, elle va mettre son manteau et s'en aller. Mais elle a sorti un pistolet de sa poche. Non! Et là, elle a tiré 3 fois. Les 3 balles ont atteint Lisa. Donne-moi cette arme! La première balle l'a touché en pleine poitrine, plus précisément au niveau du cœur. Il est déjà très rare qu'une personne survive à ce genre de blessure. Mais Chelsea n'en avait pas fini avec sa rivale. Elle lui a encore tiré dessus à 2 reprises. C'est vraiment terrible que des enfants aussi jeunes aient été les témoins involontaires d'une telle violence. Il me faut une ambulance, tout de suite! Ma petite amie a reçu 3 balles! Travis s'est précipité vers Lisa pour s'occuper d'elle. Tout de suite! Envoyez une ambulance, elle va mourir! À ce moment-là, il a vu Chelsea qui allait de nouveau chercher son manteau. Ça va aller. Il s'est dit, c'est pas vrai. Et si elle avait une autre arme là-dedans? Alors il l'a attrapée et il l'a plaquée contre le mur, en attendant que les policiers arrivent. Les enfants, dans la salle de bain et verrouillez la porte. À l'arrivée de la police, Lisa est entre la vie et la mort. Malheureusement, elle ne s'en sortira pas. Elle décède dans l'ambulance qui l'emmène à l'hôpital. Il y a eu 4 victimes ce soir-là. Mais parmi elles, seule Lisa a perdu la vie. Elle a été tuée pour une seule et unique raison, parce qu'elle était tombée amoureuse. C'est tout. En 2020, Chelsea Cook plaide coupable de 7 chefs d'accusation, dont celui de meurtre aggravé. Elle n'exprimera jamais le moindre remords. Elle a ouvertement déclaré qu'elle avait délibérément tiré dans sa direction, mais que tout ce qui était arrivé n'était pas sa faute. Elle est condamnée à une peine de 34 ans de prison minimum, pouvant aller jusqu'à la perpétuité. Le juge a également réservé une sanction particulière à cette mère excessivement jalouse. Tout contact avec ses enfants lui est interdit. La seule punition appropriée pour une telle personne, c'était de la priver de ses enfants. Chelsea a pris la vie à une femme aimante et attentionnée parce qu'elle n'arrivait pas à assumer ses propres échecs. Elle a préféré entretenir son sentiment de jalousie au lieu de se préoccuper de son bien-être et de sa santé mentale. C'est pour cette raison qu'elle est devenue une meurtrière. Quand une personne intraitable se heurte à quelqu'un d'intransigeant, Comment osez-vous? il faut que l'un des deux finisse par céder. Sinon, quelqu'un mourra. Nous sommes en 2012, dans le comté d'Hertfordshire, en Angleterre. L'avenir s'annonce radieux pour Debbie et Paul Foxwell, respectivement 32 et 29 ans. Debbie et Paul étaient devenus propriétaires d'une maison à Welwyn Garden City. Ils espéraient vivre ensemble de nombreuses années. N'y pense même pas. Je le déballe, c'est tout. Vraiment?
Les amoureux forment une bonne équipe. Ils ont créé leur propre société d'assistance aux entreprises et ont de grands projets. Debbie était la directrice de l'entreprise et Paul en était le secrétaire général. C'était un couple très heureux. Ça doit être encore notre aimable voisine. Le tableau semblait idyllique. Aime ton prochain, Deb. Même leur voisine directe, Louise Lotz, 60 ans, Je me suis dit qu'un gâteau vous ferait plaisir. leur souhaite chaleureusement la bienvenue dans le quartier. Louise était originaire d'Afrique du Sud. C'était une femme très instruite. À l'université, elle avait obtenu une mention très bien en littérature anglaise. Mais bientôt, leurs relations de voisinage vont être mises à rude épreuve. Vous savez ce bouleau dans votre jardin? J'ai peur qu'il tombe sur notre maison. Sur le terrain de Louise, il y avait un arbre qui, en cas de chute, aurait pu causer pas mal de dégâts chez Debbie. Je me demandais, ça vous ennuierait qu'on le fasse abattre? Pas du tout. Comme ça, on aura plus de lumière, vous et moi. Louise se montre toujours très compréhensive. Elle a même soutenu cette requête et a envoyé une lettre à la municipalité pour déclarer qu'elle était très contente que cet arbre soit abattu. Votre thé est délicieux, merci. Avec plaisir. Ils avaient résolu le problème sans difficulté en se concertant. Pendant plus d'1 an, rien ne vient troubler la sérénité du quartier. Jusqu'à ce que Louise fasse construire une nouvelle clôture. Je le savais. Cette clôture empiète sur notre terrain. Tu es sûr? Debbie s'est rendu compte que la nouvelle clôture de sa voisine dépassait de 5 cm sur son terrain. Et elle n'a pas du tout apprécié. Elle en a fait toute une histoire. Deb, tu fais quoi là? Cette clôture était devenue une véritable idée fixe pour Debbie. Elle s'y attaquait à coups de pelle dans l'intention de la démolir. Qu'est-ce qui se passe? Cette clôture se trouve sur mon terrain. N'importe quoi. C'est la vérité. Et j'en veux plus. Louise a campé sur ses positions. Elle n'allait certainement pas laisser Debbie la houspiller et lui donner des ordres. Comment osez-vous? Je vais appeler la police. Allez-y. Arrête, arrête. T'es sérieux? Pousse-toi. Ça aurait dû s'arrêter là. Mais en fait, ce n'était que le début. Toutes les conditions étaient réunies pour que l'orage éclate. Le conflit de voisinage dégénère petit à petit en guerre ouverte. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais, à votre avis? Les esprits commençaient sérieusement à s'échauffer. La tension montait dans le quartier. Qu'est-ce que vous faites? Les autres voisins se plaignaient d'avoir l'impression de vivre à côté de 2 chiens qui s'aboyaient constamment dessus. Les conflits, les violences verbales, les altercations à l'extérieur de chez elle étaient devenues monnaie courante entre Debbie et Louise. On aurait dit un champ de bataille. Il faudrait m'envoyer la police. Les forces de l'ordre locales effectuent désormais des visites fréquentes dans le quartier. Manifestement, ils étaient bien au courant de ce qui se passait. Elle est cinglée. Je veux qu'elle soit arrêtée. Je suis désolé, sauf violence avérée, nous ne pouvons rien faire, madame. Pour la police, il arrive parfois, dans ce genre d'affaires, que ce soit parole contre parole. Que se passe-t-il? Je voudrais que vous l'arrêtiez. C'est ridicule. Clairement. À quoi ça sert qu'on vous appelle? C'est difficile pour les agents de déterminer les responsabilités de chacun. Les autorités dressent à Debbie et Louise un avis de comportement nuisible à la vie de la communauté. L'injonction interdit toute nouvelle forme de harcèlement, d'intrusion ou de prise de photos de l'autre côté de la clôture. Les policiers pensaient que ça allait résoudre le problème. Ils avaient tort. Aucune de ces 2 femmes ne voulait céder. Louise! Quelqu'un allait mourir. En 2016, les hostilités s'interrompent pour un temps. Debbie Foxwell vient de perdre son principal allié et l'unique voix de la raison dans la querelle de voisinage. Paul, son mari, est décédé après une brève bataille contre le cancer. Paul est mort 3 semaines seulement après le premier diagnostic. La perte d'un conjoint ou d'un partenaire amoureux est l'une des choses les plus terribles qui puissent arriver à quelqu'un. Le chagrin qu'il éprouve est indescriptible. Debbie n'arrivait pas à remonter la pente. Elle en voulait au monde entier.
Et la jeune femme trouve très vite un exutoire à sa douleur de l'autre côté de la clôture. Avec Debbie, les échanges houleux, odieux, sordides, qui allaient parfois jusqu'à l'agression physique, sont devenus ingérables. En 2017, l'espoir de voir revenir la paix se profile enfin. L'homme qui peut tout changer s'appelle Anthony Vroon. Debbie a rencontré un homme et ils sont tombés amoureux. J'aurais jamais cru être de nouveau aussi heureuse. Tu mérites d'être heureuse. Anthony s'est installé avec Debbie Foxwell dans sa maison. Qu'est-ce qu'elle fabrique encore? Ne t'occupe pas d'elle. Elle fait vraiment tout pour me gâcher l'existence. Anthony lui propose une solution simple. On devrait déménager. Oui. Oui. Bonne idée. Ils en ont discuté et ont décidé de mettre la maison en vente. Voilà ma voisine crado. C'est invendable avec la porcherie à côté. Louise avait peur de sortir de chez elle pour faire du jardinage. C'est répugnant. Regarde ça. Son jardin était envahi par la végétation et mal entretenu. Calme-toi. Non, c'est sa faute à cette vieille bique. Je me calmerai pas. On perd des milliers de livres. Personne ne sait si c'était vrai ou pas. Mais quoi qu'il en soit, le pire était encore à venir. Le 24 août 2019, l'animosité latente durant toutes ces années va finir par exploser lors d'une ultime confrontation près de la clôture. Je suis chez moi Je ici. filme tout ce que vous faites. Avec mon téléphone. Debbie a commencé à filmer Louise avec son téléphone portable. Foutez le camp. Ça n'a pas du tout plu à Louise. Pour elle, on avait violé son intimité. Fichez-moi la paix. Et si je vous filmais, moi? Rendez-moi ça. Rendez-le-moi. Et elle a fait quelque chose qui a peut-être signé son arrêt de mort. Et si on échangeait les rôles? Rendez-moi À moi ça. de vous filmer. Elle s'est emparée du portable de Debbie. Rendez-le-moi. À moi de vous filmer. Et elle s'est enfuie avec. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Cette fois, rien ne peut calmer la rage de Debbie. Elle est où? Qui ça? Elle se retrouve face à Liam, un locataire de Louise. Il y a une expression qu'utilisent les dresseurs d'animaux. On appelle ça la zone rouge. Quand l'animal est devenu une vraie furie, rien ne peut l'arrêter. Personne ne peut intervenir tant qu'il ne s'est pas calmé. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec Debbie. Terrifiée par le déferlement de violence de sa voisine, Louise tente de fuir. Arrêtez! Ça vous regarde pas. Vous en mêlez pas. Debbie l'a vu s'enfuir et lui a couru après. Louise est partie en courant pour aller se réfugier chez un autre voisin. À l'aide! Aidez-moi! Elle tambourinait à la porte en hurlant pour qu'on lui vienne en aide. Au secours! À l'aide! Debbie a tourné la pelle sur le côté pour pouvoir s'en servir comme d'une machette. Debbie a littéralement disjoncté. Elle a frappé Louise Lotz à la tête avec le tranchant de la pelle, à 7 reprises au moins, et lui a donc infligé des blessures extrêmement graves. Lors de cette agression, elle lui a notamment fracturé l'orbite, ainsi que plusieurs os du visage et du crâne. La seule chose dont s'était rendue coupable Louise Lotz était de déranger sa voisine. Elle a été sauvagement assassinée simplement parce que la mauvaise personne est venue vivre juste à côté de chez elle. Après une agression d'une telle sauvagerie, Debbie s'est contentée de tourner les talons et de rentrer chez elle. C'est fini. C'est réglé. Une fois que tout a été fini, elle a dit à Anthony, « Voilà, ça y est, c'est réglé. » Je pense que c'était ce qu'elle voulait depuis le début. La police se présente pour la dernière fois au domicile de Debbie Foxwell. Sa culpabilité ne fait aucun doute. La jeune femme est arrêtée et inculpée de meurtre.
Debbie a plaidé coupable d'homicide volontaire avec responsabilité atténuée. Mais surtout, elle a plaidé non coupable de meurtre. Le jury n'est pas d'accord. En 2020, Debbie Foxwell est reconnue coupable de meurtre et condamnée à la prison à vie, avec une période de sûreté de 21 ans. J'ai l'impression que Debbie cherchait une personne sur qui passer sa colère, et elle a fini par la trouver en la personne de Louise. La plupart des gens qui se retrouvent incarcérés pour meurtre ne sont pas des tueurs nés. Cette femme était dénuée de toute morale. Et ça ne la dérangeait absolument pas de faire des choses illégales. C'est la fin de l'année 2000 dans le comté d'Orange, en Californie. On est à l'aube d'un nouveau millénaire, mais à Westminster, dans le quartier de Little Saigon, les traditions sont encore bien ancrées. Chez les commerçants de la communauté vietnamienne, c'est une coutume assez répandue d'aller voir une voyante. Et les gens prennent souvent tout ce qu'elles disent pour argent comptant. Tanya Nelson, 36 ans, a de graves problèmes d'argent. Tanya tenait une boutique de lingerie à Little Saigon, mais les affaires n'étaient pas florissantes. Son mari et elle étaient endettés à hauteur de plus de 200 000 $. Les choses vont s'arranger. C'est vrai? Oui. Les voyantes dont les compétences étaient reconnues étaient des personnes très respectées. Elles suscitaient beaucoup d'admiration, c'était un peu des célébrités. Celle qui a le mieux réussi et qui est encensée par ses clients s'appelle Jade Smith. La roue tournera bientôt. Ah bon? Tanya se raccrochait à tous les conseils que lui donnait Jade. Si vous déménagez. Déménager? Où ça? Elle s'est laissée convaincre qu'elle devait installer sa boutique ailleurs pour que les affaires marchent mieux. En Caroline du Nord. Vous réussirez en Caroline du Nord. Votre avenir est là-bas. Ah, d'accord. Oui. C'est une bonne nouvelle. Une excellente nouvelle. On devrait fêter ça. Sa voyante lui a dit que si elle voulait que ses problèmes financiers s'arrangent, elle devait quitter la Californie pour aller vivre en Caroline du Nord. Au nouveau départ. Au nouveau départ. Et Tanya s'est empressée de faire ce qu'elle lui avait conseillé. Sur la côte Est, Tanya a démarré une nouvelle activité. Elle a ouvert un salon de manucure. Ça vous convient? Oui, c'est très joli, merci. Super. Nouvelle ville, nouvelle clientèle. Mais ce changement n'a pas pour autant amélioré sa situation financière. Elle était prise dans un engrenage et elle avait du mal à boucler les fins de mois. Souhaitez-vous reprendre rendez-vous? Non, pas pour le moment. Jade lui avait dit de partir s'installer en Caroline du Nord, d'ouvrir un nouveau commerce là-bas, après quoi tout irait bien. Mais ce n'était pas le cas. Mais la femme d'affaires ne baisse pas les bras. Bonjour, le salon de Tanya. Elle entreprend simplement de diversifier son activité. Cindy est disponible. À quelle heure? Elle a trouvé un nouveau moyen de gagner de l'argent. Elle a transformé en toute illégalité son institut en service d'escorte. Et il paie d'avance. Comme d'hab. Il fallait qu'elle trouve un complément de revenus. Et ce service d'escort girl lui est apparu comme la solution la plus simple. Elle propose même des prestations spéciales pour ses clients privilégiés, Bonjour. tels que Philippe Zamora. Philippe était un homme marié et père de famille qui menait une vie ordinaire. Il habitait dans une belle maison située dans un quartier chic. Et il n'avait pas d'antécédents judiciaires. Merci d'avoir organisé ça. Il avait un secret. Il cachait qu'il était homosexuel. Pas de souci. Brad? Salut.
Vous pouvez rester ici. Philippe se confiait à Tania sur sa vie privée. C'est pour cette raison qu'elle lui a fait rencontrer des hommes. Oh, c'est 50 pour le local. Choisir Tania comme confidente était une erreur. Amusez-vous bien. En général, le sexe fait vendre, mais en Caroline du Nord, c'est plus compliqué. Tania avait ouvert son salon dans une région très conservatrice de la Caroline du Nord et juste à côté d'une église. Ce n'était pas vraiment le genre d'établissement dans lequel les habitants avaient l'habitude de se rendre. Très vite, elle a compris que cette activité n'allait pas se révéler très lucrative. Pour Tania, c'est perdu d'avance. Et une seule personne est responsable de tous ces déboires. Vous m'aviez dit que tout se passerait bien. Tania, vous devez être patiente. Votre travail portera ses fruits. Je n'aurais jamais dû déménager ici. Elle ne voyait plus vraiment comment s'en sortir. Son affaire était au bord de la faillite. Elle venait d'apprendre qu'elle était expulsée de son appartement, qui faisait l'objet d'une saisie. Tout son univers était sur le point de s'écrouler. Tout ira bien. Vous devez garder espoir. Pour Tania, c'est Jade qui l'a mise dans cette situation. C'est donc elle qui doit l'aider à en sortir. J'ai besoin de ton aide. Il faut que tu viennes avec moi chez Madame A. Comté d'Orange, en Californie. En prédisant l'avenir des gens, Jade Smith a fait fortune. Elle vit désormais dans le luxe. Elle gagnait des sommes astronomiques. Elle pouvait facturer jusqu'à 15 000 $ la séance. Et elle aimait faire étalage de son argent. Et si tu t'occupais d'elle la prochaine fois? J'essayerai. Tu te débrouilleras très bien. Elle possédait des voitures très haut de gamme. Sa fille avait toujours droit au meilleur pour tout. Ça me fait plaisir que tu sois là. Et surtout, tout le monde savait que Jade était très riche. Tania en particulier. Je pourrais vous voir? Bien sûr, pas de problème, quand vous voulez. Tania a contacté Jade pour prendre rendez-vous. On se voit bientôt, ok? Ok, super, merci. Au revoir. Elle voulait bénéficier d'une séance de suivi pour que la voyante lui apporte son aide concernant tout ce qui n'allait pas dans sa vie. Après avoir suivi les conseils de Jade, Tania se retrouve aujourd'hui au bord du dépôt de bilan. La Caroline du Nord. Vous réussirez là-bas. Votre avenir est là-bas. Elle tient à se faire rembourser, intérêt compris. Elle a décidé de prendre l'avion pour la Californie et d'aller dépouiller Jade de son argent et de ses bijoux. Mais pour ça, elle avait besoin d'aide. Tania se tourne alors vers la seule personne qu'elle peut manipuler à sa guise, Philippe Zamora. Non, je ne peux pas faire ça. Oh que si. Sinon, j'irai parler à ta femme. Bon, d'accord. S'il te plaît, ne dis rien à ma femme, ok? Tania connaissait le secret de Philippe. En effet, c'était elle qui lui organisait des rencontres avec des hommes gays. Et comme il voulait à tout prix cacher son homosexualité, il était obligé de lui obéir. Tania et Philippe s'envolent pour la Californie. Le 21 avril 2005, ils se présentent chez Jade pour la séance de voyance prévue. Elles sont magnifiques. Merci beaucoup. Tania ignore qu'Anita est dans sa chambre, en train d'étudier. Je croyais que vous étiez fâchée contre moi. Je voudrais m'excuser. C'est inutile. Pour Jade, c'était simplement l'une de ses meilleures clientes qui était venue la consulter. Elle lui a tourné le dos. Grossière erreur. Tania s'est emparée d'un couteau de cuisine. Qu'est-ce que vous faites? Et là, elle a totalement perdu les pédales. Elle lui a donné plusieurs coups de couteau au niveau du cou, du visage et de la tête. Anita, la fille de Jade, a été alertée par le bruit.
Quand elle s'est mise à hurler, Tanya a dit à Philippe de la faire taire. Tanya s'est emparée d'un autre couteau sur le plan de travail. Fais-la taire! Cette jeune femme n'avait rien à voir avec toute cette histoire. Elle était au mauvais endroit au mauvais moment. Philippe était en mode automatique. Il exécutait les ordres de Tanya sans réfléchir. C'est elle qui menait la danse. Mère et fille se vident de leur sang sur le sol de la cuisine. C'est la dernière chose que Jade a entendue. Les gémissements de sa fille qui avait été poignardée à mort. C'est tellement cruel. Comment un être humain peut-il faire ça? Ensuite, le duo meurtrier fouille la maison à la recherche de bijoux et d'argent liquide. Ils savaient que Jade possédait de nombreux bijoux très tape à l'œil, des sacs à main, des vêtements de créateurs et d'autres objets de ce genre. Ils mettent la main sur des cartes bancaires et des accessoires de créateurs, mais passent totalement à côté du véritable trésor. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé. Les 68 000 $ cachés dans le sac de l'aspirateur et les bijoux d'une valeur de 500 000 $ qui étaient dissimulés dans le filtre de la cafetière. Et ils commettent une très grave erreur. Il semblerait que dans leur précipitation et encore une fois leur manque d'organisation, ils aient oublié sur la scène de crime les couteaux qu'ils avaient prévu d'emporter. Il faut quand même reconnaître qu'on n'est pas face à des tueurs à gages expérimentés. Pour parachever son crime ignoble, Tanya va avoir un dernier geste totalement insensé. Ils ont quitté la maison et sont allés dans un magasin du quartier pour y acheter un pot de peinture blanche. Puis ils sont revenus sur la scène de crime et ont versé de la peinture blanche sur le visage et les mains des victimes. Sorcellerie, vaudou, de nombreuses sources extérieures nous ont suggéré tout un tas de théories potentielles pour tenter d'expliquer ce geste. Ce qui nous a paru le plus logique, à nous enquêteurs, c'est qu'ils pensaient que la peinture détruirait toutes les preuves ADN. Ils sont rentrés en Caroline du Nord et ont repris normalement le cours de leur vie. Et pendant quelques semaines, ils ne sont pas inquiétés. Ces deux individus n'avaient pas d'antécédents judiciaires et ne figuraient dans aucune base de données de profil génétique. C'était beaucoup plus difficile de les localiser. C'était comme s'ils s'étaient volatilisés. 1 mois et demi s'est écoulé. L'enquête de police pour identifier les meurtriers est toujours au point mort. Mais la cupidité sans limite de Tanya va finir par la perdre. Tanya enviait la richesse de Jade. Alors elle n'a pas pu se retenir d'utiliser les cartes bancaires qu'elle lui avait volées. Alors elle a commencé à s'en servir pour faire des achats. Elle s'est acheté des vêtements et des bijoux de luxe. Elle va faire un achat qui va enfin permettre aux policiers de la repérer. Elle a réservé des billets d'avion au nom de Jade Smith. Qui avait usurpé l'identité d'une femme décédée et se servait sans scrupule de ses cartes bancaires? Il n'allait pas tarder à le découvrir. Quand l'avion à bord duquel se trouve Tanya atterrit dans le comté d'Orange, la police l'attend de pied ferme. Elle est arrêtée pour fraude à la carte bancaire. Mais s'agissant des meurtres, Ça se passera mieux pour vous si vous nous parlez. la suspecte reste totalement muette. Elle refusera toujours d'en parler. Elle n'a jamais rien dit sur les meurtres, pas un mot. On a compris qu'elle ne nous donnerait aucune explication et qu'on devait tirer cette affaire au clair par nous-mêmes. Tanya est restée calme, détachée et imperturbable du début à la fin. Elle ne ressentait pas de culpabilité. Philippe, par contre, passe aux aveux. D'où connaissez-vous Tanya Nelson? J'aurais préféré ne jamais la connaître. Elle nous a forcé à faire quoi? Elle m'a obligé à aller chez Jade. Il ne s'arrêtait plus de parler. Finalement, ce premier interrogatoire a duré près de 6 heures. Il nous a raconté en détail tout ce qui s'était passé. Elle m'a menacé.
Elle hurlait sans arrêt. Tue-la! Tue-la! Poignarde-la! En 2009, Philippe Zamora plaide coupable pour les 2 assassinats. Il est condamné à une peine de prison à perpétuité avec une période de sûreté de 27 ans. Philippe Zamora s'est laissé influencer par une manipulatrice. Ça ne lui a rien apporté, à part la prison à vie. Tanya Nelson est aussi reconnue coupable des 2 meurtres avec préméditation. En raison des circonstances aggravantes, du nombre de victimes, du mobile financier et du mode opératoire, elle est condamnée à mort. Elle attend encore aujourd'hui son exécution dans le couloir de la mort en Californie. Je trouve que c'est l'endroit le plus approprié pour cette meurtrière. Convaincue que Jade lui devait réparation pour l'avoir mal conseillé, Tanya avait fixé son prix, la vie de 2 personnes innocentes. Le mobile de ce crime était totalement absurde. C'est vraiment très difficile de se dire qu'un individu puisse nourrir une telle idée fixe et soit prêt à aller aussi loin. Ce n'est pas un mauvais roman de gare, c'est arrivé dans la vraie vie, et 2 belles personnes en ont payé le prix. Encore aujourd'hui, je ne connais personne de plus cupide et malfaisant que Tanya. C'est le genre de femme qu'il vaut mieux ne pas contrarier. C'était probablement un malheureux concours de circonstances qui ne se serait peut-être jamais reproduit au cours de sa vie. Mais quoi qu'il en soit, Tanya a choisi le meurtre comme solution à ses problèmes. Pour ces meurtrières, leurs envies et leurs désirs avaient plus d'importance qu'une vie humaine. La jalousie maladive de Chelsea Cook a coûté la vie à une femme aimée de tous. Debbie Foxwell haïssait tellement sa voisine qu'elle est allée jusqu'à la tuer. Et Tanya Nelson a sauvagement assassiné une mère et sa fille pour de l'argent. L'empathie et la compassion leur étaient totalement étrangères. C'étaient des tueuses sans pitié.